On va parler musique dans le talk, mais surtout streaming. Depuis bientôt 10 ans, les plateformes de streaming se sont faites une place, on peut le dire, dans l'industrie musicale, si bien qu'aujourd'hui les artistes sont dépendants de ces plateformes et de ces nouveaux acteurs, mais ils sont loin d'être indépendants financièrement. Pour en parler avec nous, Alain Charira, chargé de mission à l'ADAMI, une société civile qui gère les intérêts des artistes principaux dans la musique et dans la danse, et pour l'ensemble aussi des comédiens. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Ouais. Et puis avec nous également, à distance, un artiste, Corentin Labre, auteur, compositeur et interprète. Vous avez sorti l'année dernière votre tout premier EP de 5 titres sous le nom d'artiste, La Brioche. Bienvenue sur Smartech. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. On va écouter tout de suite un petit extrait, si vous le voulez bien, et voir le clip pour voir ce que vous faites. Contre lesquels je t'échangerai. Tes courbes sont un mirage, une poésie isolée. L'odeur de ton passage. On commence en musique, mais on va attaquer tout de suite avec un chiffre. En 2020, seulement 1% des artistes ont perçu l'équivalent d'un SMIC. Comment vous expliquez un chiffre pareil? Parce qu'il faut le dire, il y a eu plusieurs mouvements en conséquence, aux États-Unis, en Angleterre, en France également avec l'ADAMI. Vous avez publié un tract qui s'appelle D'amour et d'eau fraîche. Absolument. Et on y découvre que parmi les artistes les plus connus, par exemple Véronique Sanson ou Benjamin Biolay, ces artistes-là, ils toucheraient que 300 € par mois grâce aux plateformes. Oui, en fait, il y a plusieurs problèmes. C'est que déjà, le streaming, on ne va pas le condamner, puisque le streaming a manifestement sauvé l'industrie du disque, puisque c'est aujourd'hui vraiment la source principale de diffusion et de publication de la musique. Mais ça s'est établi sur des bases de très basse rémunération. Au départ, ça a démarré, le streaming, c'était gratuit. C'était rémunéré par la publicité. Puis, il y a eu le fameux abonnement à 9,99 €, dont on aurait pu penser que ça allait permettre de récupérer des rémunérations intéressantes pour les artistes. Mais il s'avère que les clés de partage entre les producteurs et les artistes ne sont pas du tout au niveau qui nous convient. Comment ça marche concrètement? Comment sont distribués les royalties? Alors aujourd'hui, en fait, les producteurs perçoivent des rémunérations de la part des plateformes, qui sont de l'ordre de 70% à peu près de ces sommes, mais bien souvent, c'est par l'intermédiaire on appelait ça des agrégateurs avant, qu'on appelle maintenant des distributeurs digitaux, numériques, qui prennent des fois, eux aussi, 30% de la rémunération. Ensuite, le producteur rémunère les artistes principaux, donc ceux que l'ADAMI représente, il les rémunère selon les clés du contrat, qui sont de l'ordre de 8-10% du gros hors taxe. Donc vous voyez, les artistes touchent que 8% sur cela. Les musiciens de studio, eux, ne touchent absolument rien aujourd'hui, parce que eux, ils sont rémunérés selon les termes de la Convention collective de l'édition phonographique, qui elle est de 2008, et qui prévoit que le cachet de base, c'est-à-dire le cachet qu'ils perçoivent lorsqu'ils jouent au studio, englobe la vente physique, la vente numérique et le streaming. Donc, actuellement, effectivement, les artistes s'estiment très très mal rémunérés, sauf ceux d'entre eux qui sont autoproducteurs, parce que... On va en parler. Voilà, à ce moment-là, effectivement, ils prennent la part producteur, et donc ils sont mieux rémunérés. Quand vous dites artistes principaux, vous voulez dire l'interprète? Vous savez, c'est difficile de définir l'artiste principal. Ça vient aussi de la notion de main artiste qu'on a dans le terme international. C'est celui en fait qui a son nom sur la pochette, vous voyez, qui fait vendre. En gros, on va dire Johnny Hallyday est artiste principal, les musiciens de Johnny Hallyday sont des accompagnateurs, quoi. Est-ce que la rémunération, elle dépend du nombre d'écoutes? Elle dépend du nombre d'écoutes. Mais il y a deux systèmes, justement, en ce moment, on est à cheval sur deux systèmes de rémunération. On va y venir petit à petit, mais concrètement, quels sont les critères qui font la rémunération? Les critères, alors, il y a le market-centric et le user-centric. Oui. Le market-centric, c'est, on regarde en part de marché sur la globalité des abonnés à Deezer, par exemple. Si un artiste
représente sur la globalité des abonnements Deezer 5% de part de marché en écoute, et ben il va toucher 5% de l'ensemble des abonnements. D'accord. Le user-centric, c'est la même chose, mais abonnement par abonnement. Alors effectivement, si vous écoutez uniquement un artiste et qui n'est pas forcément un artiste mainstream, il va toucher nécessairement plus dans un système user-centric qui est porté aujourd'hui par Deezer, justement, contrairement à Spotify qui ne l'a pas encore mis en place. Alors, le Centre national de la musique, le CNM, qui est une institution très récente, qui a publié une excellente étude sur justement la différence entre le market-centric et le user-centric. Et ils se sont aperçus qu'en fait, le basculement n'est pas si énorme que cela, en ce sens que les artistes, le top 10, verraient sa rémunération baisser de 17,2% sur le user-centric, mais uniquement pour une hausse de 5,2% de la rémunération du top 10 000. D'accord. Voilà. Mais ce qui peut être quand même nécessaire en fonction de toute façon, on considère que c'est mieux. C'est mieux, Sauf évidemment. Que, mais ce n'est pas si impressionnant que ce qu'on imaginait voilà, pour un changement de modèle absolument. complètement... Parce que celui qui n'est jamais streamé, il ne touchera rien. De toute façon. Corentin Labre, qui êtes avec nous, vous avez sorti votre première EP, on l'a écouté, et c'était une semaine avant le premier confinement, donc évidemment pas de concert. Donc pour vous, ça a été un choix forcé, enfin, ça a été une évidence d'aller sur les plateformes de streaming, ou de toute façon, c'était déjà votre stratégie? C'était déjà ma stratégie dans le sens où, si vous voulez, moi j'ai un abonnement payant sur une plateforme de streaming depuis que ça existe, donc déjà je suis un utilisateur en fait de ça. Donc c'était pour moi important de pouvoir finalement paraître sur tous ces sites, simplement pour pouvoir être disponible en fait partout, finalement partout dans le monde, pour n'importe qui et de manière immédiate. Donc voilà, c'était dans ma stratégie, mais c'est vrai que ça a été important pour moi que le streaming existe lorsque j'ai sorti mon premier single, en effet en mars, parce que sinon, voilà, sans concert, j'aurais du mal à diffuser, me faire connaître et à émerger finalement dans le milieu. Vous êtes sur toutes les plateformes aujourd'hui? Pardon, excusez-moi. Vous êtes sur toutes les plateformes de streaming? Oui, je suis sur toutes les plateformes, ouais. En fait, je suis passé par un site qui s'occupe pour vous une contrepartie financière, mais qui s'occupe pour vous de vous diffuser sur toutes les plateformes et de vous rendre disponible aussi bien sur Spotify, Deezer qu'Apple Music, pour citer les principales. Et vous en vivez aujourd'hui? Alors, je suis désolé, quand j'entends les questions à retardement, j'ai pas entendu votre question. Vous en vivez aujourd'hui? Alors non, pas du tout. Alors j'ai fait un petit calcul juste pour vous donner une petite information financière et économique. Par exemple, sur 2021, j'ai calculé ce que me rapporte finalement une écoute en moyenne. Ça me rapporte 0,005 centimes par stream. Donc voilà, c'est compliqué si vous voulez d'en vivre, dans le sens où si vous n'avez que quelques milliers d'écoutes, comme c'est le cas pour moi, 1000 écoutes vous apportent 5 €, donc je vous laisse calculer ce que peut rapporter 10 ou 20 000 écoutes, c'est pas énorme. Est-ce qu'on a des recours pour ça, Alain Charira, quand on est artiste et qu'on voudrait réclamer plus, puisqu'il s'agit de nos droits? Les recours, c'est les sociétés, c'est les syndicats, c'est effectivement les pétitions, en quelque sorte, qui sont les seuls recours, parce que ces sociétés, il y avait, depuis toujours, si vous voulez, ces sociétés ont construit leur modèle en l'équilibrant en fonction de leurs besoins eux-mêmes de trésorerie, leurs besoins eux-mêmes de financement. Et petit à petit, effectivement, les artistes ont commencé à constater qu'ils ne percevaient pas suffisamment. Et ils sont des partenaires obligés de par la loi, parce que les artistes en France, vous savez, il y a le Code du travail, c'est le L7121-3 qui dit que un artiste est toujours salarié d'un producteur. Donc, si vous voulez, les producteurs traitent avec les plateformes, les producteurs perçoivent de l'argent et les producteurs rémunèrent les artistes. Sauf quand il s'agit des autoproducteurs dont on parlait, ce qui est le cas, je pense. C'est votre cas, Corentin Labre, vous êtes autoproduit, hein? Oui, tout à fait. C'est vrai que je m'occupe de de la composition, de l'écriture, je m'occupe de diffuser ma musique, de la financer. Et là, je prépare actuellement un second EP que je vais m'occuper de presser je vais faire presser sur vinyle. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment de l'autofinancement. Je m'arrange pour faire. Vous parliez tout à l'heure de campagne de crowdfunding. C'est quelque chose que j'avais fait pour mon premier clip notamment, et les fonds récoltés.
en pré-vendant finalement mon premier EP m'a permis de financer derrière mon clip. Et voilà, c'est de cette manière-là que je fonctionne aujourd'hui Alors, ce qui est intéressant, et vous nous raconterez votre histoire parce qu'elle est intéressante aussi sur ce sujet-là, c'est le problème de visibilité. Au-delà du problème de rémunération, il y a un problème de visibilité. Selon une étude, sur 1,6 million d'artistes en écoute sur les plateformes en 2019, 1% a capté 90% des écoutes globales. Alors la faute à qui? Aux algorithmes? Oui, il y a les algorithmes, effectivement. Et il y a aussi la manière d'être. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un ensemble. Hein. Il faut être partout. Il faut être sur TikTok, il faut être sur Facebook, il faut être sur Instagram, il faut être sur Spotify, Deezer et YouTube, bien sûr. Hein. Il ne faut pas oublier YouTube, qui est le numéro 1 du streaming aujourd'hui. Hein. Et donc, effectivement, cette présence, c'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien de la part des artistes qui n'étaient pas forcément tous préparés à cela. Oui. Et c'est ça qui crée la visibilité. C'est au point qu'aujourd'hui, quand vous démarrez, avant vous faisiez une maquette, vous ameniez, vous la portiez, vous faisiez écouter, alors ça vous plaît, vous me signez. Aujourd'hui, non. Il faut déjà arriver avec une communauté et dire j'ai 50 000 followers sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, vous commencez à intéresser l'industrie. Corentin Lab, vous pouvez nous raconter votre histoire sur ce sujet au niveau de la visibilité? Comment vous avez fait, vous? Écoutez, j'ai lancé finalement mon projet avec un premier single, et ce que j'essaye de faire finalement, c'est de faire des posts Instagram régulièrement pour essayer de gagner en visibilité. Mais moi, ce qui m'a permis surtout en fait de gagner un nombre d'écoutes plus important, c'est d'apparaître dans une playlist, une playlist sur Spotify qui s'appelle French Indie et qui est suivie par 33 000 followers. Et un peu répartis partout dans le monde, qui regroupe plusieurs talents pop français bien plus connus que moi, tels que Eddie De Pretto, l'Impératrice, etc. Et finalement, moi, d'apparaître dans cette playlist-là m'a permis d'être écouté par des gens aux États-Unis. Donc mon morceau Bal des crustacés que vous passiez tout à l'heure en introduction est plus écouté aujourd'hui aux États-Unis qu'en France, par exemple, ce qui est assez fou. Mais voilà, en fait, je me rends compte à quel point l'apparition dans une playlist renommée, connue ou qui est suivie par beaucoup de monde va finalement générer beaucoup d'écoute et va après ramener les auditeurs sur votre profil, qui va aller s'intéresser après à vos autres titres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir une stratégie de relations presse, d'apparaître dans des médias presse renommés, ce qui est important aussi, c'est d'apparaître dans des playlists qui sont particulièrement suivies, parce que ça va vous générer un flux d'écoute important. Donc en fait, au-delà des algorithmes qui ont un rôle important, hein, on peut y revenir quand même une minute, il y a évidemment cet aspect influence qu'on retrouve sur Instagram, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Complètement. C'est un tout à fait nouveau modèle vraiment pour les artistes, pour les producteurs, et même il se crée des community managers maintenant qui dans les maisons de disques, et également chez les majors, il y a des spécialistes maintenant du comment ça s'appelle, du data mining, qui regardent. Parce qu'effectivement, l'avantage du streaming, c'est que ça vous permet, à peu de frais, de tester des opérations. Vous pouvez voir, c'est sûr que si à Bordeaux, vous faites un carton en streaming, vous pouvez, quand vous allez jouer à Bordeaux, louer une grande salle. Si vous n'êtes pas du tout... Oui, l'avantage du streaming, c'est les données, en fait. Absolument. C'est ça que vous disiez, et ça permet si vous permettez, j'aimerais bien revenir un petit peu sur la rémunération, parce qu'il y a un gros changement en ce moment en cours, qui est la directive, ce qu'on a appelé la directive droit d'auteur. La directive droit d'auteur, vous savez, c'est une directive, on en a beaucoup parlé à propos de son article 17, qui entendait assujettir en quelque sorte, obliger Google et YouTube donc, à négocier des licences avec les ayants droit antérieurement avant d'autoriser, si vous voulez, la publication et la mise à disposition sur ces réseaux. Et il y avait également dans cette directive un article 18 qui est passé plus inaperçu, mais qui demande et qui imposerait que les ayant droit aient une rémunération proportionnelle minimum basée sur la valeur économique de leur travail, si vous voulez, et de ce que produit leur travail, et qui percevraient directement de la part des plateformes ou, selon les pays, à travers les producteurs. Et nous sommes aujourd'hui, nous, l'ADAMI, en train de travailler là-dessus. Vous proposez
Parce que c'est en quelque modèle. chose que nous réclamons depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que nous... Dès l'arrivée du streaming, en fait, Mais oui. vous saviez qu'il allait falloir revoir oui, ce parce modèle. qu'on avait compris, vous savez, l'ADAMI a toujours été précurseur dans l'analyse des tendances de ce qui peut être l'avenir et la rémunération justement des artistes, puisqu'on est chargé de percevoir des rémunérations. Et donc depuis 10 ans, on réclamait ça, et il y a eu tout un tas d'études, tout un tas de débats, même de textes de loi, parce que déjà dans la loi pour la liberté de la création, il était prévu un observatoire, en quelque sorte, des rémunérations des artistes liés au streaming. Mais est-ce que, ma question, et on fera court parce qu'on arrive au temps de ce talk, l'industrie du disque, est-ce qu'elle était plus favorable aux jeunes arrivants comme la Brioche avant le streaming? Est-ce que c'était pas aussi difficile? C'était différent, je veux dire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les maisons de disques, avant, il y avait des directeurs artistiques qui pouvaient avoir un coup de cœur pour un artiste parce qu'ils l'avaient écouté, ils se disaient, il y a du potentiel, on va le développer. Aujourd'hui... Mais produire des CD, voilà. ça coûtait quand même quelque chose. Ça coûtait très cher, et il y a eu des artistes qui ont fait perdre de l'argent pendant très longtemps pour finir par en faire gagner énormément. Aujourd'hui, je vous dis... c'est beaucoup plus l'artiste. On nous pousse de plus en plus vers l'autoproduction, d'abord, parce que déjà les moyens techniques le permettent, et de plus en plus, on demande à l'artiste de venir avec une communauté déjà préétablie, qui va permettre aux producteurs de dire, bon, ben écoutez, moi, je fais la suite. Vous savez, un petit peu comme les startups. Les startups, il y a le crédit impôt recherche qui démarre les startups, et puis après, le financement, souvent, on va le chercher chez des business angels. Là, c'est un peu le même système. Corentin Labre, on parlait tout à l'heure de ce qu'a permis la digitalisation. Avec ces outils, ça vous permet à vous aussi, par exemple, de suivre en temps réel les écoutes, de suivre et d'utiliser d'autres outils. On pourrait parler de Shazam en quelques secondes. Ça vous permet de rester en contact et d'avancer, de construire votre chemin comme ça. Oui, exactement. C'est vrai que... déjà, je voulais juste rectifier. Donc, c'est pas la Brioche, c'est juste Brioche pour le nom de scène. Ça peut des fois... Et vous avez raison de le préciser. Mais en tout cas, c'est clair que je me rends compte en fait que je regarde tous les jours les stats d'écoute. Ça devient automatique. Je sais que voilà, tous les jours à 17h, c'est mis à jour sur Spotify notamment. Et en effet, sur Shazam, c'est important de pouvoir suivre les stats Shazam parce que j'ai quelques diffusions sur la radio FIP. Qui diffuse régulièrement plusieurs de mes titres, et je me rends compte qu'à chaque fois qu'ils diffusent un titre, en fin de compte, il y a 70 personnes quelque part en France ou ailleurs qui cherchent à savoir quel morceau c'est, qui est l'artiste, et donc qui Shazam le titre. Et moi, je peux suivre en fait ces Shazam-là. Donc je sais qu'à peu près, chacune des écoutes, 70 personnes Shazam et sont de ce fait redirigées après vers une plateforme de streaming pour aller réécouter le morceau, en découvrir d'autres. Et donc ça, c'est vrai que c'est des données qui sont pour nous importantes, pouvoir voir évoluer notre nombre d'auditeurs. C'est là qu'on voit finalement apparaître ces modèles hybrides, la radio, un ancien format, et aujourd'hui le digital, qui peuvent se rencontrer. On sait que le vinyle, aujourd'hui, Brioche va sortir aussi en vinyle. C'est une solution qui vient marcher quand même, et on peut imaginer pour demain un avenir hybride entre les solutions digitales. Oui, forcément. Et il y aura toujours du spectacle vivant, j'espère, après, à la fin du confinement, parce que c'est vraiment quand même, de toute façon, le spectacle vivant, le cœur du métier aujourd'hui des artistes. Hein. Mais bon, le disque, l'âge d'or du disque qui permettait à des artistes comme Sheila, par exemple, qui ont pu rester pendant des dizaines d'années sans avoir besoin de monter sur scène, simplement, qui vivaient et qui rapportaient beaucoup d'argent uniquement à partir du disque, je pense que cet âge d'or est terminé. Oui. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Alain Charira, chargé de mission à l'ADAMI, d'être venu sur le plateau. Merci à vous, Clément Labre, auteur, compositeur et interprète sous le nom de Brioche, d'être venu également participer à ce talk sur Smart Tech. On enchaîne tout de suite avec votre rendez-vous cyber.